Bienvenue tout le monde dans cette vidéo tuto sur le Cessna 172. Alors pourquoi le Cessna 172? Parce que c'est un peu la star de Flight Simulator 2024. Si vous avez commencé à jouer au mode carrière, vous vous rendrez compte que du Cessna 172, vous allez en bouffer. Comme j'avais pas trop piloté cet avion sur le 2020, du coup je m'étais penché sur comment bien le piloter. Et donc je vous propose ce tuto complet sur le 172. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce tuto? Je vais vous faire une checklist complète que font les pilotes avant de piloter un 172 jusqu'au taxi, et je vous proposerai aussi une checklist simplifiée dans Flight Simulator. On peut aller beaucoup plus vite puisqu'on sait qu'à chaque fois l'avion il démarre en jeu toujours dans le même état. Ensuite je vais vous proposer un vol complet en VFR avec la montée qu'on va faire d'abord en manuel, ensuite on va utiliser l'autopilote. Et je vais vous montrer comment on fait une montée en vertical speed et aussi en FLC, Flight Level Change. Je vais vous parler aussi de la mixture. On va ensuite enchaîner sur la cruise, comment on règle l'avion pour faire une croisière, soit pour aller le plus vite possible, soit pour aller le plus loin possible, ce qu'on appelle le cruise range. Et ensuite, on va faire la descente vers l'aéroport de Deauville. Donc dans le premier vol, je vais proposer une descente en VFR avec le circuit d'entrée sur l'aéroport classique qu'on fait en VFR. Et ensuite, je vais vous montrer aussi comment on atterrit sur un aéroport en utilisant un VOR, une approche VOR, ou une approche ILS. Ce tuto est plutôt orienté vers les gens qui découvrent la simulation, évidemment, puisque c'est un petit avion et les gens qui jouent à la simulation aérienne depuis longtemps, ça fait longtemps qu'ils sont passés à des avions plus gros. Donc si vous démarrez à peine la simulation aérienne, moi je vous conseille 3 de mes vidéos pour compléter cette vidéo, parce que je vais pas non plus réexpliquer tout à partir de zéro parce que ça ferait une vidéo trop longue. Donc j'ai 3 vidéos. La première qui s'appelle comprendre la simulation aérienne, le numéro 1, parce que j'ai prévu d'en faire d'autres de vidéos de ce type là, qui parle des commandes et des instruments de bord. Donc si jamais par exemple le terme palonnier ne vous parle pas du tout, allez voir cette vidéo. J'ai une deuxième vidéo qui est une vidéo tuto sur les VOR, comment piloter et se déplacer en utilisant les VOR. Donc je vous conseille d'aller la voir aussi, parce que pour notre approche VOR, j'explique c'est quoi un VOR, comment on utilise les VOR. Et d'ailleurs j'ai une vidéo tuto sur les ADF et NDB qu'on peut aussi utiliser pour du vol VFR. Et pour terminer, j'ai une vidéo de tuto charts dans lequel j'explique comment lire les charts d'approche ILS, AirNav, LNAV. Ça sera utile aussi pour la partie de cette vidéo où on va faire une approche ILS. Donc on va faire un free flight. On va partir je crois que j'avais vu Évreux, Rouen. Non, on va partir de Rouen ici. Donc pour partir en cold and dark, on vient sélectionner une place de parking, set as departure. On voit le vent. D'ailleurs, j'ai modifié les conditions. Là, ça va encore 12 nœuds, c'est la limite. Pour le Cessna 172, il faut éviter de dépasser en vent traversier les 15 nœuds. C'est le maximum qu'on puisse autoriser. S'il fait plus de 15 nœuds en vent, alors là, le vent il vient de 10 degrés. Donc 10 degrés, c'est par là. Quoique, ouais, il est un peu traversier quand même. Donc dans l'idéal, il faudrait décoller face au vent, hein, évidemment. Donc plutôt du côté de la piste 04. Et on est quasiment face au vent. Mais c'est vrai que ces derniers jours, si vous avez joué au jeu, il y a beaucoup de vent. Et même des vents supérieurs à 15 nœuds. Donc c'est pareil pour l'atterrissage. Il faut éviter d'atterrir avec un vent de travers de plus de 15 nœuds. En fait, c'est pas juste qu'il faut éviter, c'est juste que c'est très compliqué d'atterrir dans ces conditions-là. Donc, il faut être attentif à ça. Nous, on va changer, on va pas passer en live. On va passer en preset. On va enlever le trafic, on va enlever le multiplayer, comme ça on sera pas embêté. On va se mettre en milieu d'après-midi. Très bien, et puis on va se mettre en Scattered Cloud. Donc là du coup il y a quasiment plus de vent, 5 nœuds, donc c'est très bien. Et le vent il vient de 270, donc il vient plutôt de la droite, de la gauche là. Donc on va décoller de la 22. Et donc plage de parking, très bien pour le décollage. Et l'atterrissage, on va le faire ici, l'aéroport juste à côté de Deauville, qui est là.
Là, on sélectionne juste l'aéroport, on fait Set as Arrival. Voilà, on nous indique ici les distances, la quantité, 20 minutes à peu près de vol. Et on va ouvrir le FB. Alors pourquoi le FB il m'affiche... Oulala. Ah oui, il me met l'avion n'importe où. En fait, il m'a pas créé de plan de vol sur le FB. Quoique si, il m'a fait un truc là. Donc, un plan de vol qui ressemble à rien. On est bien en VFR. Ici, on a notre plan de vol avec l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée. La procédure de départ, on va la changer parce qu'il nous a fait une procédure un peu bizarre qui ressemble finalement à une procédure de vol IFR. Donc on va plutôt partir sur une procédure VFR nous. Et je vais plutôt mettre un straight auto. Ça c'est quoi ça? Over... Non. Straight auto. Donc ça c'est des procédures. Donc là c'est les procédures d'arrivée ou de départ. Là c'est de départ. En VFR les procédures. Soit vous faites des décollages droits, soit vous faites des décollages suivant si vous allez à droite ou à gauche. Enfin, suivant les procédures en fait de l'aéroport plutôt. Ça va être plutôt des décollages vers la droite ou vers la gauche. Alors là c'est des... ouais. C'est... Pourquoi il me met des 45 ? Souvent, j'ai remarqué que dans le jeu, il ne connaît pas les procédures des aéroports qui sont des aéroports VFR. Ici, on est sur un aéroport, alors j'ai pas vérifié, LFOP, si les procédures en VFR sont bonnes, mais à mon avis, elles le sont pas. Les procédures IFR le sont, mais les procédures VFR ne le sont pas. Il faudrait regarder les charts de l'aéroport pour voir si effectivement lorsqu'on décolle et qu'on doit partir, ou qu'on doit partir en fait, s'il y a un cheminement obligatoire pour le décollage. Comme là on est... Alors je vais afficher... on va afficher la map satellite. Voilà, comme là on est à côté de Rouen. On voit qu'ici il y a des maisons. Quoique c'est assez dégagé, donc ça va. Mais si vous avez des aéroports qui sont très proches d'habitations, par exemple sur la gauche là, on va forcément vous demander toujours de tourner ici par la gauche comme vous serez dans votre avion, c'est-à-dire vers l'est. Donc revenons ici. On n'a pas validé notre changement de procédure, on va faire plutôt un straight auto. Et on valide. Et pour l'arrivée, il nous a pris l'ILS par défaut. Alors nous, on veut faire une arrivée en VFR. Donc on va faire VFR. Donc vous voyez pour l'arrivée sur la 30. Donc il nous a sélectionné automatiquement la 30. C'est pas ça, c'est une sélection qu'il fait par rapport au vent. On doit toujours atterrir et décoller face au vent. Donc VFR. Et là, il nous fait une arrivée en auto. Left to right, ça change rien. Straight auto, c'est tout droit. Et on peut avoir des arrivées... Oui, on arrive par la 30, donc on arrive comme ça. Donc ça, c'est des patterns, donc des cheminements d'arrivée, des circuits d'arrivée qui sont assez classiques. Et d'ailleurs, Flight Simulator, si vous avez joué un peu au jeu, et surtout en mode mission, vous avez remarqué qu'il vous rajoute ces patterns-là lorsque vous arrivez. Souvent ils rajoutent plutôt ce type de pattern parce que souvent ce qui est conseillé en VFR c'est d'abord de survoler l'aéroport d'arrivée. J'imagine que c'est dans le cas où en tant que pilote on connaît pas forcément l'aéroport d'arrivée, on n'y est peut-être jamais allé, donc du coup l'idée c'est de survoler d'abord pour voir où il se trouve et les alentours. L'idée c'est de le survoler aussi si jamais il n'y a pas de tour de contrôle sur l'aéroport pour essayer de regarder où se trouve la manche à air et de voir dans quel sens souffle le vent. Bon, maintenant, il y a le GPS et il y a plein de moyens de récupérer les données du vent. Et donc, c'est le survoler et ensuite d'engager ce pattern-là. Et pour ça, lui, il propose de faire un demi-tour comme ça et de partir comme ça. Si on est très à l'aise, on peut arriver et enchaîner directement. Mais en tout cas, ces arrivées-là, soit d'un côté, là c'est par le nord, soit par le sud, c'est des arrivées classiques, donc elles sont pré-enregistrées, on peut les sélectionner. Il faudrait dans l'idéal regarder les charts et voir lesquels sont conseillés par rapport à l'aéroport,
parce que encore une fois, si d'un côté il y a des habitations, on va vous conseiller d'arriver plutôt par l'autre côté. Ici, nous, on va faire... Ah, j'aurais voulu juste un direct. Ah oui, juste le direct comme ça, nos procédures. On va mettre, et d'ailleurs là aussi, juste direct, pas de procédure. Pourquoi je fais ça? Parce que les procédures en VFR, les procédures que vous allez choisir en VFR, ne vont pas s'afficher dans l'ordinateur de bord. Je pense qu'ils partent du principe que l'ordinateur de bord, il a une trajectoire donc GPS qui va être utilisée par l'autopilote et donc en IFR. Et donc si vous faites de l'IFR, là, si vous choisissez les procédures IFR, elles y seront, mais les procédures VFR n'y seront pas parce qu'ils partent du principe, je pense que vous n'allez pas utiliser l'autopilote. Mais nous, on a envie d'utiliser, on a quand même envie, parce que déjà on est dans un jeu vidéo, on a envie de s'amuser, pas trop se prendre la tête, et en plus, on a un autopilote, donc autant l'utiliser. Donc on va rentrer directement un plan. Le plus simple donc c'est de rentrer un plan à la main. Donc on va, à partir de LFOP, on va arriver ici. Donc je fais Add to Fly Plan After Runway 22. Donc il m'a mis le point là. Runway 22 c'est celle de départ ici, LFOP. Après ce point là, je vais passer par Lbox ici. Lbox, High to Fly Plan, after ce point-là. Voilà, il nous a rajouté ces points-là. Donc ça c'est un plan de passage, j'ai vu sur les vols IFR. Ensuite on va faire un tout droit vers l'aéroport de Deauville. Et donc ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer directement nous notre arrivée. Donc nous on veut se poser en runway 30. Donc moi ce que je vais vous proposer qu'on fasse pour une arrivée VFR, c'est une arrivée VFR assez classique qui est d'arriver downwing, c'est-à-dire en volant avec le vent dans le dos et en parallèle de la piste d'atterrissage, faire un virage et venir se poser. Pour ça qu'on va arriver ici par l'est, on va d'abord longer l'aéroport, faire un tour ici, demi-tour et venir se poser. Donc on va dire qu'on va on va passer par là. High to Fly Plan, on rajoute après le box. Ici, on va faire un tour. Donc on va voler un parallèle, hop là, on va faire un tour par là. Par là, Add to Fly Plan, et ici. On va partir par là. Tac. On va venir donc suivre l'aéroport, on va passer au-dessus ici, j'ai l'impression que c'est un golf. Donc on peut survoler sans problème le golf je pense. On va venir ici. On va venir jusque là, on va prendre un peu de marge. Alors normalement pour faire une pattern, on doit suivre en parallèle et ensuite à 45 degrés ici, entre là où on se trouve en fait, à 45 degrés par rapport à l'orientation de la piste ici, donc on devrait se trouver par là je pense, le plan, et puis on va venir s'aligner ici. Ah le mieux ça aurait été de venir ici, on va venir ici. Après ce point là, on va rajouter un point ici, ici. Après celui-là. Voilà. Donc celui-là il sert à rien. Il termine par 11E. On peut revenir ici. C'est celui-là je pense. On va le supprimer. On retourne voir la route et on est bon. Donc là je vais rentrer manuellement pour qu'il puisse apparaître dans l'ordinateur de bord. Donc on a l'encheminement. On a enlevé on a enlevé tout ça, on envoie vers l'ATC, on envoie vers l'avionique. Ah, je voulais changer ici, on va plutôt voler à 8000 pieds. Alors je sais pas quelle influence ça a sur un vol VFR, je pense que ça n'a aucune. Et puis vol VFR là on va rien changer. Ici, il nous a mis 112, c'est largement assez pour
pour notre vol. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les checklists que j'utilise, regardez en description, j'ai mis un lien pour les récupérer, et dedans j'indique aussi la consommation en fuel pour pouvoir la calculer par rapport au temps qu'on va mettre. Là je mets à peu près 110 nœuds parce que c'est à peu près la vitesse max qu'on aura, et on va mettre 27 minutes au total. Donc là vous avez tous les points de cheminement, vous avez les caps entre les points et les distances. Donc on fait pas un vrai vol VFR, parce que dans la réalité on irait placer nos points par rapport à des points visibles de là où on va se trouver dans l'avion. En fait en vol VFR il y a deux techniques, le vol par cheminement et le vol à l'estime. Par cheminement, c'est-à-dire qu'on va définir un cheminement à partir de points on va dire des landmarks, donc des points facilement visibles en altitude, de là où on va se trouver en avion. C'est-à-dire que ce qui va être vachement visible, c'est ce qu'on voit sur les cartes satellites, c'est les fleuves ici, donc on va suivre ici le fleuve, très bien. Ensuite, ici c'est un peu plus compliqué, il faudrait regarder, peut-être que cette ville, elle est un peu visible de loin, donc on prendrait cette ville-là. Ici on choisirait peut-être plutôt de suivre ici la route qui part là, parce qu'on voit qu'elle est bien visible. On pourrait suivre la route qui va là, jusqu'ici. Ensuite, on pourrait prendre la route qui descend ici. Ce qui est souvent visible en altitude, c'est les fleuves, les lacs, les autoroutes. Parce que de simples routes, c'est quand même pas si visible que ça, les autoroutes. Et puis, si vous avez des choses comme ça, là, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... Ah, c'est de la forêt. Est-ce que ça, ce sera vraiment visible, cet arc de cercle en forêt? Pas sûr. Si vous avez des champs vraiment qui ont des formes particulières, à la rigueur. Ici, par exemple, on a une grande ville, donc on va passer pas loin de la grande ville, voilà. Ça, c'est le vol en cheminement. On va le combiner avec le vol par estimation. Estimation, c'est-à-dire que vous allez comme ça placer des points régulièrement, et ça va vous générer un plan de vol avec les caps à suivre, avec les distances entre, et en fonction de la vitesse, le temps que vous allez mettre. Donc à chaque fois que vous allez passer un lieu, vous allez remettre à zéro ici le chronomètre, et vous allez vous dire, ok, dans 6 minutes, normalement, j'arrive ici. Dans 13 minutes, j'arriverai ici, en mettant ce cap de 279. Donc ça, c'est le vol à l'estime. En VFR, c'est pas ce qu'on va faire, nous on a tout rentré, on va utiliser l'autopilote, ça sera beaucoup plus simple. On a un autopilote dans l'avion, donc autant en profiter. Donc on a rentré notre plan de vol, comme je l'ai envoyé à l'ATC, il vient de s'afficher là sur la carte, donc tout va bien. Et on va pouvoir décoller. Donc nous voilà à l'aéroport de Rouen. Voilà, on a quelques nuages dans le ciel, mais il n'y a pas de vent. Tout va bien. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est les checklists complètes que ferait un vrai pilote dans la vraie vie. Et ensuite on fera une checklist simplifiée. Donc avant de décoller, le pilote il va... Alors on va d'abord ressortir parce que j'ai oublié d'enlever... On va d'abord enlever la pitote, le cache de pitote qui se trouve ici. Pitote cover, qui est utilisé pour faire fonctionner les instruments de vol. Hein. C'est comme ça qu'on sait à quelle vitesse on avance. Donc je joue sur Xbox. Sur Xbox, il y a quelques petits soucis de contrôle. La souris est pas très bien détectée. Donc le clic droit souris pour faire bouger la vue ne fonctionne pas. Donc je vais faire comme je peux avec mon clavier et mon OTAS. Et les souris 5 boutons ne sont pas détectés non plus sur Xbox, alors qu'ils l'étaient sur Flight Simulator 2020. Donc du coup, pour appuyer sur les boutons, et ça je vous montrerai tout à l'heure, j'ai changé un peu le mapping. Donc on attaque la checklist de pré-flight dans la cabine. Donc la première chose à vérifier, c'est si tous les fusibles ici. La première chose, c'est est-ce qu'on a bien le parking brake qui est mis en place. Effectivement, oui. Tous les fusibles, vous voyez, on peut les enlever si on veut. Bien vérifier qu'ils sont tous enfoncés. C'est le cas. Les magnétos, la clé, vérifier qu'elle est bien sûr off. C'est le cas. Toutes les lumières, ici, beacon landing, taxi, nav, trobe, tout à off. Très bien. Standby batterie, il faut vérifier qu'elle est bien à off, c'est-à-dire en position centrale, c'est le cas.
Les avionics bus 1 et 2, ils doivent être en off, c'est le cas. Les master switch, alternateur et batterie, on va les mettre à on. On vérifie si le Garmin fonctionne bien. S'il semble afficher des valeurs cohérentes sur l'altitude, donc a priori oui. On vérifie si on a bien la bonne quantité d'essence pour faire notre vol dans l'avion. Et si c'est pas le cas, on demande à faire plein d'essence. On doit vérifier si ici dans les annonciateurs, il faut pas qu'il me marque low fuel L et low fuel R. Alors ça c'est pour le left et le right, il y a 2 réservoirs d'essence. Il ne doit pas marquer low fuel, donc c'est le cas, et il doit marquer low volts, all pressure et low vacuum. Donc c'est bon. Les avionics, on est censé activer le premier et écouter si on entend le volume du ventilateur de l'avionics. Mais dans le jeu, on n'entend rien. Et on fait la même chose avec le deuxième. Alors sur le deuxième, ça fonctionne, je ne sais pas si vous allez entendre. Donc sur le deuxième, on entend un petit ventilateur qui se lance. Donc c'est à dire que ça fonctionne. Les pitot ici. Ici, vous avez la pitot hit. Alors il faut l'allumer et vérifier ici que au niveau de la batterie M, la main, on voit la valeur changer ici parce que forcément il y a de l'électricité qui part vers la pitot pour la réchauffer. Donc là c'est pas le cas. Normalement on devrait voir ici la valeur diminuer. Ah, là, c'est passé à 39. Peut-être qu'en fait, il faudrait attendre un petit peu pour qu'elle diminue au fur et à mesure, mais normalement, on devrait voir la valeur diminuer. Bon. Master switch, on les repasse à off. Le trim, ici, on le remet en position pour le take-off. Vous voyez, il est légèrement au-dessus. On le remet pour le take-off. Ici, ça, c'est la sélection des réservoirs de carburant. On va le mettre sur Boss, ici, qui est en haut. Tac. Sinon, s'il s'est placé sur left ou right, on ne va utiliser que le réservoir de droite ou de gauche, alors que Boss, on va utiliser les deux. Donc j'ai enlevé la protection sur la pitote parce qu'on l'a réchauffé un peu, je pense que c'est pas très bon de laisser la protection sur la pitote. On devrait vérifier pour terminer 2 choses. Ici, que la fuel shut-off valve ici, elle est bien sur open, c'est-à-dire elle est bien poussée, parce que pull, donc tirer c'est off, donc là elle est bien on. Je pense que c'est une valve qui se trouve entre les réservoirs et les moteurs, qui permet de faire passer l'essence. Voilà, et on doit vérifier, pour finir, si l'alternative static air ici est off. Donc, pour qu'il soit on, il faut le tirer. Donc, on pousse, il est on, il est off. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que c'est, le static air? Alors, le static air, c'est un endroit dans l'avion qui sert à mesurer la pression de l'air et qui va être utilisé par l'indicateur de vitesse, par l'indicateur d'altitude, aussi par l'indicateur, alors là il n'y a pas d'indicateur ici, il sera indiqué sur les écrans, mais aussi le variomètre, c'est-à-dire la vitesse verticale. Donc il utilise la pression de l'air extérieur, et si jamais cette zone-là est obstruée, on peut utiliser l'alternative ici pour continuer à avoir des instruments de bord qui fonctionnent à peu près en tirant ici. Alors l'endroit qui mesure le static air, il est sur la cellule de l'avion à l'extérieur. Par contre, quand vous tirez ici sur le Cessna 172, c'est à l'intérieur de l'avion que la mesure sera effectuée. Elle sera moins précise que si c'était à l'extérieur, puisque la pression à l'intérieur est un peu différente que celle de l'extérieur. Mais on n'est pas dans un avion pressurisé, donc on est assez proche finalement entre la pression extérieure et extérieure. Bref, voilà, vous savez tout là-dessus. Donc là, on a fait le tour complet de la vérification de la cabine. Et maintenant, on va sortir dehors. Là, on fait l'inspection normalement extérieure. Alors, je vais pas vous faire l'inspection extérieure complète parce que on est quand même dans une simulation et en fait, cet avion, par défaut, on vole comme ça. Il est neuf. Donc, vous voyez ici, c'est le static air justement. Oui, donc c'est sur ce truc-là. On voit un petit rond avec un trou au milieu. Et c'est là-dedans que on a le static air, donc où sont mesurées la pression de l'extérieur pour tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc c'est vraiment juste une sorte de petite boîte avec un trou pour que l'air extérieur puisse rentrer dedans, mais que les mouvements de l'air extérieur ne puissent pas perturber les mesures.
On enlève les protections du moteur. On va enlever les chocks, il n'y a que sur un côté ici. Voilà, et normalement on fait le tour complet en partant de ce côté, et on vérifie absolument tout, hein, les ailes, les phares, s'il n'y a pas un truc qui dépasse, tout est propre, tout est nickel. Donc maintenant qu'on a enlevé tout ça, on va pouvoir y aller. On retourne à l'intérieur. Et on poursuit avec la checklist d'avant-démarrage des moteurs. On va d'abord placer ici la manette des gaz à quelques centimètres un petit peu poussée. La mixture ici, on va la pousser au maximum. Qu'est-ce que c'est la mixture? Alors c'est un élément que vous allez retrouver sur tous les petits avions, pouvant les gérer de manière automatique sur les plus gros. C'est un élément qui sert à modifier le mélange carburant-oxygène. C'est-à-dire qu'en montant en altitude, on va perdre en densité d'oxygène. Donc il va falloir faire venir un peu plus d'oxygène dans le moteur pour que la combustion se fasse correctement entre le carburant et l'oxygène. C'est en bougeant ces petites manettes-là. Donc lorsqu'on est au départ, à l'arrivée et en dessous de 3000 mètres, la mixture est à fond. Et au fur et à mesure qu'on va monter, on va devoir la réajuster. On verra ça tout à l'heure. Donc là, on la met à fond. Ici, la standby batterie, on la met sur test. Donc on est censé la mettre sur test, attendre 20 secondes et vérifier que la lumière verte à droite ne s'éteint pas. Elle s'est même pas allumée. Donc soit il faut vérifier qu'elle s'éteint pas, soit que ça s'allume pas, je sais pas trop. J'ai jamais piloté de 172 dans la réalité. Mais en tout cas, il y a un petit bug, il n'y a pas de lumière qui s'allume. Donc on va partir du principe que c'est bon. Et on la met sur arme. Alors c'est quoi la standby batterie? C'est la batterie de secours. On a, en activant ici la batterie principale, c'est ici la batterie M, la main, et la batterie S, c'est la standby batterie. On voit que la main, elle est pas activée, donc il y a 0 en ampères, moins 15, ça veut dire que la batterie est en train de se décharger, ce qui est normal, puisque là, c'est elle qui alimente, vous voyez, le Garmin. Et à quoi sert la batterie de secours? C'est simplement si la batterie normale ne fonctionne pas. En fait, quand on va allumer les moteurs, ici on va activer l'alternateur. L'alternateur va générer l'électricité qui sert à faire fonctionner tout l'habitacle et tous les systèmes de l'avion, et qui va aussi recharger la batterie principale et la batterie de secours. Si jamais l'alternateur ne marche plus, la batterie principale va prendre le relais et va faire fonctionner l'ensemble des systèmes électriques de l'avion, mais qu'un certain temps. Au bout de entre 30 et 1 heure, il y aura plus de batterie principale. Et si jamais la batterie principale ne fonctionne plus ou il n'y a plus d'énergie dedans, la batterie de secours va prendre le relais. Voilà comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on a activé la batterie secours, on vérifie ici si on a bien tout ce qu'il faut. On l'a vérifié tout à l'heure, donc tout va bien. Et on vérifie les valeurs ici de bus. Le bus I, donc E pour essentiel en anglais, et M c'est main, donc le bus principal et le bus essentiel pour les éléments essentiels. Donc c'est relié, hein, la batterie standby alimente le bus essentiel, la batterie main alimente le bus main. Il faut vérifier que sur le bus essentiel, on est au-delà de 24 volts, ça veut dire que la batterie elle génère assez d'électricité, la batterie standby, donc tout va bien. Et il faut vérifier que le bus main soit en dessous de 1,5 volts. Ça veut dire qu'il ne se passe rien, donc c'est normal. S'il y avait eu des valeurs différentes, il y aurait eu sûrement un problème au niveau du circuit électrique. Et la batterie ici S, effectivement, on vérifie qu'elle est en négatif parce qu'elle est en train de se décharger, c'est normal. Et normalement, on doit vérifier ici qu'on a un message qui nous indique qu'on est sur la standby batterie. Et là, le message n'apparaît pas, je pense que c'est un bug. Ensuite, on est censé régler sa radio pour ensuite contacter l'ATC et demander une clearance pour pouvoir allumer les moteurs. Et pour notre vol, si jamais on a un vol IFR, il faut lui transmettre la trajectoire IFR, sinon lui indiquer où on va et qui nous autorise à allumer les moteurs. Ici, on va pas faire, sur ce vol, on va pas du tout utiliser l'ATC pour simplifier les choses, mais je vous indiquerai quand même au cours du vol ce qu'on est censé envoyer comme message à l'ATC. Pour régler les fréquences de l'ATC, en haut on a des fréquences, à gauche c'est les fréquences de nav, à droite les fréquences de com. Fréquences de nav sont utilisées pour rentrer des fréquences pour les localizers des ILS, les VOR et
Et est-ce qu'il y a d'autres fréquences de nav à rentrer? Je pense pas. Et à droite, com, c'est pour la communication avec la TC, avec les tours de contrôle. C'est ici qu'on rentrera la fréquence. Comment on rend des fréquences? On a le bouton com ici, bouton nav il est sur la gauche, bouton de com avec la grande molette, on modifie la première valeur, avec la petite, on modifie la deuxième. Et lorsqu'on appuie ici, on change entre ces deux valeurs-là, parce qu'en fait, on a celle-ci qui est celle qui est active. Non, celle qui est active, c'est celle-ci, celle qui est entourée. 124,85. Si on passe sur l'interface du jeu communication, c'est 124,85 qui est bien active. Donc celle-là, elle est active. Celle-là, c'est la stand-by. Et c'est... Quoique non, c'est bizarre, non. 124,85, c'est bien. D'ailleurs là, 85, alors que là, c'est 84. Si on met par exemple 132,85 et que je fais ça, 132,85, c'est bizarre. Ah, on va essayer de mettre la 118,725. 118,725. Parce que normalement, celle qu'on règle, c'est celle qui est à droite. C'est pas celle qui est active. Là, il me l'a pas changé. Je fais ça, 118,725. Là, il me l'a mise. Parce que c'est une fréquence qui existe vraiment. Voilà. On pourrait demander la clearance IFR. Donc, effectivement, celle qui est active, c'est celle-là. Celle qu'on modifie, c'est celle-là. Donc, on peut modifier des fréquences ici, préparer à l'avance des fréquences avant qu'elles soient actives. Et on appuie ici pour la passer en active. Sinon, vous passez par l'interface ici de communication qui va automatiquement modifier les fréquences ici. Pour passer d'une fréquence à l'autre, parce que vous voyez ici, en dessous c'est en rouge, mais on peut avoir deux fréquences de com et deux fréquences de nav, il faut appuyer sur le bouton là. Alors, pour appuyer, là on le voit pas trop, mais il faut setup, et ça c'est important, sur la souris. Je vais vous montrer. Je pense que par défaut, c'est le cas, mais j'affichais que les éléments assignés. Ça va s'afficher. Ok. Donc là, on a tac, interaction. Voilà, c'est important. Cockpit interaction. On a ici primary, on voit pas le en entier, primary action. C'est ça. Secondary action et tertiary action. Primary action, c'est le bouton gauche de la souris. Secondary, je l'ai mis sur le bouton droit. Tertiary, sur le bouton de la molette. Si il m'avait reconnu ma souris 5 boutons, ça aurait été assigné sur les boutons de la tranche. Pour l'instant, ça marche pas. Donc j'utilise clic droit ou clic molette pour les secondary tertiary. Sur le Airbus, par exemple, pour tirer et pousser les boutons, ça va être secondary et tertiary qui seront utilisés. Donc n'oubliez pas de les régler. Voilà, comme ça, je peux pousser sur le bouton et passer de l'un à l'autre. Donc on a la clearance de l'ATC. On vérifie si autour il n'y a personne parce qu'on va allumer les moteurs. On active les master switch, donc la batterie et l'alternateur. Donc là, vous voyez en dessous, le bus en main est passé à 24. La batterie, elle est passée à moins 25 parce qu'elle se décharge. Normalement, on vérifie que standby batterie n'est plus affiché, parce qu'il aurait dû être affiché lorsqu'on avait activé la standby batterie. On active les beacons. Alors les lights, c'est toujours une grande question. Pour les débutants, ce qui est important, c'est qu'avant d'allumer les moteurs, quel que soit l'avion, on ait une lumière qui indique aux gens qui seraient à l'extérieur de pas se rapprocher trop de l'avion parce que il va se passer quelque chose. Il va sûrement que les moteurs vont s'allumer ou bref. En tout cas, qu'il y a quelqu'un dans l'avion qui fait des choses. Donc en allumant les beacons, on allume, on le voit pas trop. On allume la lumière ici qui clignote. Voilà. On peut aussi allumer les naves. Il y a certains avions où il n'y a pas de beacon, c'est en allumant les naves qu'on allume les beacons. Bon bref, il faut allumer une lumière. On vérifie avant le démarrage des moteurs que la mixture est bien sûr riche. Ici, c'est le cas. La fuel pompe ici, on l'active pendant 3 à 5 secondes. Qu'est-ce que c'est? C'est une pompe qui va aspirer l'essence et l'envoyer vers le moteur. Il faut l'activer pour qu'il y ait de l'essence qui arrive vers le moteur. De 3 à 5 secondes, on peut l'éteindre. Ensuite, ce qu'on est censé faire dans la réalité, on est censé descendre la mixture, allumer ici tout en maintenant la clé là sur la droite sur le start et faire remonter la mixture petit à petit. Comme on peut pas faire deux choses en même temps dans la simulation, je vais remonter moi la mixture avant et je vais activer ici. En activant, ça allume les moteurs. Très bien. On ajuste maintenant la manette des gaz pour obtenir ici 1000 en tours minute, donc c'est le nombre de tours minute de l'hélice.
On vérifie maintenant que la pression, en gros on vérifie que tout est dans le vert. Hein. Principalement la pression d'huile, on est bon. On vérifie que les batteries sur les ampères au niveau de la main et la standby, on est à 0. Ça veut dire que, en tout cas on n'est plus en négatif, ça veut dire qu'elles sont en train de se charger. C'est l'alternateur là qui recharge les batteries. À droite, on vérifie que le low volt et le low vacuum ne sont plus affichés. Effectivement c'est le cas. On peut activer maintenant les bus des deux avioniques, ce qui va allumer le deuxième écran. On va allumer le deuxième écran, pour ça il faut appuyer sur entrée ou right mouse soft key to continue, en gros n'importe quel bouton. Ah, c'est pas n'importe quel bouton. Soit c'est le bouton entrée qui est là, soit moi je clique sur le ici, sur la droite, et ça marche aussi. Ok. Donc là on a notre plan de vol, on va vérifier s'il a bien rentré tout notre plan de vol, oui c'est le cas. On peut déplacer ici le petit curseur. Ouh là là. Donc j'ai cliqué pour afficher le curseur, et après je déplace le curseur pour déplacer la carte. On peut zoomer en faisant tourner ici la petite molette. En général tout est écrit, hein. Range c'est le range de la carte. Voilà, on a bien notre plan de vol. Je reclique droit et on revient sur notre avion. Donc on peut zoomer, dézoomer avec, en tournant la molette. Donc il est bien on. On peut setup ici, donc vous voyez maintenant on a nos deux lignes de fréquence pour des deux côtés. Ici en cliquant, vous voyez je passe de l'un à l'autre. On peut setup ici les fréquences de VOR UDLS. Si jamais vous décollez et que vous avez besoin d'utiliser un VOR qui serait pas loin pour décoller, vous rentrez la fréquence d'un VOR. Pour les LS, ça va être pour l'atterrissage. Là, on va faire en vol VFR, donc on rentre rien. On vérifie que le plan de vol est bien setup, c'est le cas. On vérifie, alors on est censé rajouter ici un code de transpondeur. Donc en cliquant ici, on peut rajouter un code. Là, on était à 7000, c'est le code par défaut du jeu. Et c'est un code que va nous donner en fait l'ATC. Je suis pas un spécialiste du VFR, donc je sais pas en VFR si l'ATC nous donne un code, si on décolle d'un aéroport où il n'y a pas de tour de contrôle, je pense qu'on n'a pas de code transpondeur. Par contre, quand on sera en l'air, si on rentre dans des zones qui sont surveillées par des tours de contrôle, à ce moment-là, on va forcément nous donner un code transpondeur. Et on règle ce qu'on appelle le CDI. Alors, je vais faire back ici. Donc là, vous avez des indications de fonction, et c'est en appuyant sur les boutons en dessous que vous les activez parce que l'écran n'est pas tactile hein, sur cet avion. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans les PFD, parce que ici c'est le Primary Flight Display PFD. Celui de droite, c'est le, je regardais s'il y avait le nom marqué quelque part, c'est le MFD pour Multifunction Display, parce qu'il affiche plusieurs trucs, les informations moteurs, les informations de carte. Donc ici, quand vous allez dans les options, ce qui peut être intéressant, parce que par défaut je crois qu'il ne s'est pas activé, c'est le vent. Ici j'ai pas de wind data, c'est normal, je suis au sol, et par défaut je crois qu'il est sur off. Moi j'aime bien le mettre sur l'afficher, en tout cas afficher le vent. Dans les options, on peut aller sur le bearing et décider de ce qui est affiché sur le bearing 1, donc le GPS, nav 1, nav 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces choses là. On peut changer les unités si on veut ici pour l'altitude. Donc pour l'altitude, il faut rentrer ici une unité de référence. Alors d'ailleurs on va le faire tout de suite. Je pense qu'on le fait dans le checklist un peu plus tard, mais on va le faire puisque j'en parle. Comment on fait? On va sur l'aéroport ici de Rouen, on clique sur I ici, et en haut on peut aller dans le weather, et dans le weather on a ici le METAR, et ici on a le résumé du METAR, avec ici l'air pressure 10111 HPA. Donc par défaut, s'il est réglé sur des inches ici, vous pouvez ici le passer en HPA, et du coup mettre 1111, et en changeant ici, donc ici, ce double bouton, c'est pour la course et le barreau. Le barreau, c'est le bouton rond là, et puis la course, c'est le triangle. Donc en bouton le bouton rond, ici, on bouge ici, on va mettre 10-11, voilà. Comme ça, on a la bonne altitude d'indiquer. Voilà, c'est un système le système d'affichage de l'altitude utilise la pression, un indicateur de pression de référence qui est donné par le METAR ici, par le weather. Si jamais vous êtes dans un aéroport qui n'a pas d'indication de METAR, ce que vous pouvez faire, c'est retourner sur la carte et puis essayer de trouver un aéroport assez important qui serait pas loin. Par exemple, bon, ça c'est un petit aéroport, LFP1, mais juste pour vous montrer, en cliquant dessus, vous pouvez aller à More Info, Weather, et donc là on n'a pas de METAR et de TAF, mais si jamais c'est le cas, ça sera indiqué. Donc vous pouvez récupérer les informations d'un aéroport qui serait dans le coin.
Donc, j'étais sur le CDI. Alors ici, pour l'instant, on peut pas le modifier, donc on va laisser. Ah non, si. C'est parce que là, j'étais dans les options de comment sont affichées les choses. Donc, je vous ai montré ici le barreau ici. On peut changer ici les unités. On peut passer en baromètre standard. Ça, on va pas le faire parce que on en a pas besoin dans notre vol. Petite remarque, il me semble, et j'en suis sûr et certain pour le 2020, je suis pas encore certain pour celui-ci parce que j'ai pas encore testé, mais dans le 2020, l'altitude de transition, elle est à 18 000 pieds. C'est l'altitude de transition des États-Unis et le jeu utilise cette altitude de transition pour l'ensemble du monde. L'altitude de transition, elle sert à quoi? En dessous de l'altitude de transition, il faut utiliser les données du METAR pour avoir la bonne indication en altitude. Et dès qu'on passe l'altitude de transition, on passe sur un baromètre standard pour que tous les avions au-delà d'une certaine altitude aient tous le même référentiel. Et on peut l'activer ici, le standard. Et donc revenir ici, options, et le désactiver. Et donc quand on revient sur les options de base, on a l'option CDI ici, qui sert à quoi? Qui sert à afficher trois trucs. Soit le GPS c'est la trajectoire qu'on a rentrée ici dans l'ordinateur de bord. Soit le log 1 c'est la fréquence ici, la 110.50. Soit le log 2 ce serait la deuxième fréquence qu'on a rentrée ici. Vous voyez ça s'affiche en vert. Et ça on verra ça pour nos deuxième et troisième atterrissages avec le VOR et l'ILS. Donc on vérifie ici si on s'est bien mis sur le bon CDI. Nous on va être en GPS pour notre vol VFR donc on est bon. Voilà pour la checklist d'après allumage des moteurs. Ensuite, on va démarrer la checklist avant de partir en taxi. Pour ça, on va vérifier plusieurs choses. Déjà que les contrôles, alors là, ils ont été cachés. Les contrôles fonctionnent bien. Et les palonniers aussi fonctionnent bien. Donc, on peut regarder aussi à l'extérieur dans le jeu. Les palonniers, les contrôles du yoke, très bien. Ensuite, on vérifie qu'on a bien fermé toutes les portes, les fenêtres, parce qu'on peut ouvrir les fenêtres. Hop là. Toutes les portes, les fenêtres. On vérifie si sur les deux écrans, on n'a pas de croix rouge. Tout à l'heure, on avait des croix rouges. On n'en a plus aucune. Très bien. On va setup le baromètre à ce moment-là. On l'a déjà fait. 10-11 HPA, donc on est bon. On est censé aussi setup ici le baromètre ici de secours en touchant la molette. Mais en fait, si vous voyez, en touchant la molette ici, il va modifier aussi celui-ci. Donc les deux sont liés. Quand on a modifié celui-ci, il a modifié celui-là. Donc a priori, on est bon. On a ici 460 d'indiqué. Ici, on a aussi 460. Donc très bien. À ce moment-là, on va sélectionner l'altitude parce que on nous a sûrement donné, lorsqu'on fait un vol IFR, c'est à ce moment-là qu'on nous a donné la première altitude à atteindre en vol. Nous, on sait déjà où est-ce qu'on va aller. On va voler jusqu'à 8000 pieds. Donc ici, l'altitude. Donc ici, c'est les contrôles pour l'autopilote. On les a ici aussi. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller sur la droite parce que j'ai tendance à penser que c'est lié au plan de vol ici à droite. Mais vous pouvez aussi le modifier ici à gauche. Donc la grande molette, c'est pour les 5000. Et puis la petite, c'est pour les unités en dessous. Donc on va monter à 8000 nous. 8000 pieds. Donc on règle ici 8000 pieds. Et je vais rapidement vous parler de l'autopilote. Pas vous expliquer dans le détail, on verra en fonction tout à l'heure. Le bouton AP, c'est pour activer l'autopilote. Le bouton FD, c'est pour activer le flight director. Vous voyez la petite c'est quoi? C'est une petite flèche, un petit marqueur rose. On peut l'afficher ou le désafficher. Et c'est aussi les indications en dessous, au-dessus, ici qui indique dans quel mode de fonctionnement se trouve l'autopilote. Donc par défaut, il faut l'activer. Le heading, c'est pour indiquer vers quel cap on veut voler. Le mode nav, c'est pour lui indiquer qu'on veut qu'il utilise ce qu'on aura réglé ici sur le CDI. Voilà pourquoi le réglage du CDI est important. Donc là, on est sur le GPS, mais on pourrait être sur des VOR ou des LOC. L'approche, c'est pour indiquer qu'on veut qu'il utilise les informations d'approche pour atterrir. Ça sera dans le cas d'une ILS ou d'un atterrissage en AirNav, LNav avec le GPS. Ça encore, si vous ne comprenez pas tout ce que je raconte, allez voir la vidéo tuto sur les charts où j'explique ce que c'est un ILS, des atterrissages en VNav et LNav. Altitude ici, c'est pour dire je veux que tu maintiennes l'altitude. Imaginons qu'on n'est pas réglé ici l'altitude.
Lorsque vous êtes en vol, vous appuyez sur altitude, il va automatiquement prendre l'altitude actuelle et pour lui dire maintiens cette altitude-là. Vertical navigation mode, ah ça j'ai jamais utilisé, j'avoue, j'ai jamais utilisé. Back course, ça c'est dans le cas où on fait un atterrissage avec un VOR ou un ILS aussi peut-être, qui serait configuré en back course. Mais ça, pour le savoir, il faut regarder les charts. VS, c'est pour Vertical Speed, c'est pour déterminer la Vertical Speed. On la détermine en cliquant ici sur Up Down, si on veut monter plus ou moins vite. FLC, Flight Level Change Mode, c'est pour déterminer... Ça, c'est un deuxième type de mode pour les montées et les descentes, qui va plutôt utiliser un réglage de vitesse. Et ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc après avoir réglé l'altitude sur l'autopilote, bien sûr, si vous faites un vol full VFR sans utiliser l'autopilote, pas besoin de le faire. On vérifie si... ce qu'on appelle les standby instruments, les trois là, ont l'air de fonctionner, il est bien aligné là, la bonne altitude, tout semble ok. On vérifie si la quantité de fuel est la bonne ici. Alors je vais vous montrer un truc, en allant sur Engine, on peut aller sur System, et on a l'indication de fuel, et on a ici le fuel flow, donc la quantité de fuel en gallons par heure qui est actuellement consommée, le nombre de gallons qui a été consommé jusqu'à présent, et le nombre de gallons qui restent dans le réservoir, 24,5, donc on est tranquille. Au-dessus, on a la pression d'huile et la température d'huile, et on peut revenir sur Engine. On vérifie que on est bien ici sur Both, le réglage du sélecteur de fuel, et on va vérifier le comportement de l'autopilote. Si on active l'autopilote, donc là, imaginons, j'active l'autopilote en appuyant sur AP, il s'est mis ici, donc là il est activé. Si je bouge les contrôles de jeu, il va se désactiver automatiquement. Donc très bien, il s'est désactivé. Je vais réactiver l'AP. Et si j'utilise ici sur mon yoke le bouton ici AP Trim Disk, il va désactiver l'autopilote. Voilà, donc c'est le fonctionnement normal, donc tout va bien, on vérifie que ça fonctionne bien. Le Flight Director, on vérifie sur On, on l'a mis sur On tout à l'heure, très bien. Et l'élévateur trim, on vérifie ici s'il est bien réglé en take-off. Donc on est bon. On continue avec un test moteur pour être sûr de ne pas avoir de problème moteur. Donc ici on va monter à 1800 tours minute en montant la manette des gaz. Tac, 1800 tours minute. Et on vérifie si le fonctionnement des magnétos est bon. Donc les magnétos, je vais dézoomer un peu, j'espère que vous verrez. Les magnétos, c'est ici. On a deux magnétos, L et R. Par défaut, il est réglé sur BOSS, donc les deux magnétos sont actifs. Si on ne fonctionne que sur l'un ou que sur l'autre, on va avoir une baisse ici du tour par minute de 1800. On devrait avoir une baisse de 150 tours minute. Et il faut vérifier, donc dans les deux cas, qu'on a bien la baisse de 150 tours minute et que la différence entre les deux valeurs qu'on aura en réglage L ou R est inférieure à 50 tours minute. Donc là, je vais remettre à 1800, que ce soit plus simple à calculer. 1800. Je passe ici sur le L. On passe à 1680, donc c'est moins de 150 de moins. Très bien. Je passe sur le R. C'est aussi 1880, donc on a la même valeur pour les deux. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 tours minute de différence entre les deux. Et je reviens sur BOSS. Donc là, on voit bien que les deux magnétos fonctionnent bien. Là, c'est encore une fois pour vérifier que les deux magnétos fonctionnent bien. Et s'il y en a un des deux qui fonctionne pas très bien, en fait, on annule le vol et on répare le magnéto. On vérifie ici que le vacuum est bien en vert. Le vacuum, c'est un système qui permet de faire fonctionner les instruments de bord qui ont besoin d'air. Ça, j'explique ça dans ma vidéo « Comprendre la simulation aérienne » en passant en revue tous les instruments de bord qu'on a sur un avion. On vérifie tous les paramètres s'ils sont dans le vert de manière générale. On vérifie qu'on n'a pas ici de message d'alerte. On repasse, cette fois-ci, on repasse la manette des gaz ici au minimum. On vérifie bien qu'au minimum, on a entre 600 et 650 tours minute, donc c'est bon. Et on repasse, on réajuste à peu près à 1000 tours minute. Donc là, on est bon pour partir en taxi. Normalement, on va appeler l'ATC et on va indiquer qu'on part en taxi. Si jamais on est dans un aéroport où il n'y a pas du tout de tour de contrôle ni rien, on annonce sur la radio de l'aéroport où tous les pilotes communiquent pour indiquer ce qu'on va faire sur l'aéroport. On annonce qu'on va partir en taxi. On va setup ici les flaps. Alors les flaps, c'est pareil. On a 3 réglages de flaps. 1, 2, 3.
Donc c'est 10, 20 et 30 degrés, je crois que la full c'est 30 degrés. Au-dessus, on a les indications de vitesse 110 nœuds, 85 nœuds. C'est-à-dire qu'on doit éviter de dépasser 110 nœuds lorsqu'on a les flaps en position 1. Si on est en flap en position 2 ou 3, on ne doit pas être au-dessus de 85. Ces valeurs-là, on les retrouve. Alors les 110, on ne va pas les retrouver là, mais les 85, on va les retrouver sur la bande blanche ici. Donc vous pouvez facilement repérer avec la bande blanche. Tant que vous n'êtes pas sur la bande blanche, vous ne pourrez pas activer les deux niveaux de flap plus bas. À quoi servent les flaps? Les flaps, je vous montre de l'extérieur, ça fait bouger ces trucs ici. Voilà, on voit qu'ils bougent. Ça sert à rajouter de la portance à l'avion. Et donc ça lui permet d'atterrir avec une vitesse moindre. Et ça permet de décoller avec une vitesse moindre aussi. C'est-à-dire que si on ne met pas les flaps au niveau 1, on décollera à une vitesse un peu plus élevée. Là, la vitesse de rotation, vous la retrouvez ici. Vitesse de rotation 55 nœuds. À 55 nœuds, vous faites vous montez. Par contre, il ne modifie pas la vitesse en fonction du nombre de flaps. Je pense que sur cet avion, il n'y a pas beaucoup de différence parce que c'est un avion assez léger. Mais en tout cas, la procédure normale, c'est flap en position 1 pour le décollage. On met les lumières de taxi. On relâche les parking brakes. Et on vérifie les freins. La première chose à faire, lorsqu'on part en taxi, avant de se rendre compte plus tard que les freins ne fonctionnent pas, on vérifie les freins en freinant. Et on teste le rudder, c'est-à-dire le rudder derrière qui permet de faire tourner l'avion. Ok, très bien. Donc, tout se passe bien, et bien maintenant on peut partir en taxi. Donc c'est là où s'arrête ma checklist complète. Donc c'est un peu long, mais c'est ce que fait un pilote lorsqu'il pilote dans la vraie vie un 172. Il check vraiment tous ces éléments pour s'assurer que tout fonctionne bien et que tout marche bien pour qu'il n'y ait pas de problème en vol. Maintenant, on va voir ensemble une checklist vachement plus réduite pour Flight Simulator, parce que quand on démarre un vol avec Flight Simulator, on sait déjà dans quelles conditions l'avion se trouve, donc on peut aller beaucoup plus vite. Et on sait aussi que tous les systèmes par défaut fonctionnent bien. Donc là j'ai redémarré et on va faire les checklists simplifiées. Checklist simplifiée, c'est d'abord on va enlever toutes les covers. La pitote ici. Hop là, si j'arrive à me mettre en face, oula. Tac. Pour le static port, les moteurs et les chocks. Voilà. Et on peut rentrer maintenant dans l'avion. Première chose à faire, c'est mettre ici le sélecteur de carburant sur BOF. Ensuite, on arme la batterie de secours, la standby batterie. On va régler la radio et on va appeler l'ATC pour avoir une clearance pour pouvoir démarrer l'avion. On active les deux masters, donc batterie et alternateur. On active la beacon light, on active les NAND light. Mixture, on la pousse en riche. Ici, on se met comme ça. Fuel pompe ici, on l'active pendant 3 à 5 secondes. Et on allume ici avec les magnétos. Voilà. Mixture, on la laisse à riche. On se met ici à peu près à 1000 tours minute. Tout va bien. On allume les bus des avionics. On active l'écran de droite. On règle ici le CDI sur l'élément qu'on veut suivre. Ici, ça va être le GPS, donc on est bien réglé. Sinon, on clique ici. Hein. Très bien. On règle le barreau. Donc, on a vu tout à l'heure. Non, c'était pas ça. Là où on décolle, ici. More info. Weather. 10-10. Ça a changé. Donc, ici, hop là. 10-10, très bien, on a réglé le barreau. Élévateur trim ici, on le règle sur take-off. Alors ensuite, on appelle l'ATC pour demander de partir en taxi ou sur la radio de l'aéroport, on indique qu'on va partir en taxi. On met les flaps ici sur la première position. On met les taxi lights on et on release le parc. C'est ça. Et on part en taxi, tout simplement. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide, vous avez vu.
Donc ce qui est pas mal dans cette version-là, c'est qu'on a ici la tablette et on peut voir ici vers où on doit aller en taxi. On doit démarrer de là. Donc on va faire le tour comme ça. Donc on va... oui, c'est ça, je vais faire ça, ça, tout ça. Et je vais venir m'arrêter. Il faut venir s'arrêter sur cette ligne ici. Il y a toujours une ligne comme ça, positionnée avant la piste de décollage, où on doit s'arrêter. Donc on se retrouve à cet endroit-là. Je vais faire une petite ellipse. Donc pour les débutants de Flight Simulator, le taxi c'est simple. Il faut s'assurer toujours que la ligne jaune est à peu près entre nos jambes hein, quand on avance. On utilise la manette des gaz pour faire avancer l'avion, on utilise les palonniers, donc le rudder derrière, l'empennage, pour faire tourner l'avion. On ne va pas très vite et ceux qui ont joué aux missions du jeu savent que s'ils vont très vite en taxi, et on va leur indiquer que c'est pas bien. Et on s'arrête donc avant la piste de décollage, devant la petite ligne qui est là. De là, on appelle la TC ou on indique en tout cas soit pour une autorisation de décoller, soit on indique qu'on va décoller. Si on est dans un aéroport effectivement où il n'y a pas de tour de contrôle, on vérifie si il n'y a pas d'avion qui est censé atterrir et si la piste de décollage est libre. Donc on revérifie bien qu'on s'est bien mis en take-off sur les flaps. On active les landing lights ici, on peut désactiver les taxi lights. On active les strobes, qui sont des lumières clignotantes. On active ici le transpondeur, je vous en ai parlé tout à l'heure. On est censé ici, le transpondeur, le passer sur on. Mais nous, on va pas le faire. De toute façon, on va pas être suivi par... Le transpondeur, à quoi ça sert aussi, c'est important. J'en parle sur mes tutos sur les Airbus. Il y a le TCAS qui est un système anti-collision. C'est-à-dire tous les avions émettent un signal à une certaine fréquence. Avec un numéro d'identification, c'est le transpondeur. Et tous les avions peuvent aussi récupérer, enfin tous les avions, il y a certains avions qui n'ont pas ces instruments à bord, mais ceux qui ont les instruments à bord d'anti-collision, ils peuvent récupérer les informations et les numéros d'identifiants des transpondeurs des avions aux alentours, et donc savoir où ils se trouvent. Et quand on est dans ce cas-là, on a un Garmin comme ça, ils seront affichés, les avions qui volent seront affichés sur la carte. Et ça permet au tour de contrôle aussi de savoir qui est qui et savoir où se trouve chaque avion. On va setup l'autopilote. Sur cet avion-là, il sert à gérer deux choses. Le déplacement à l'horizontale et à la verticale. À l'horizontale latérale, ça va être en définissant un heading ici. Donc je clique sur heading, il y a heading qui apparaît. Et j'utilise ici le bouton heading pour faire bouger un petit marqueur ici, pour indiquer la direction vers laquelle je veux que mon avion aille. Donc moi je pense qu'on va partir par là sur l'alignement de la piste. Donc on va le régler comme ça. On peut regarder aussi, on va le faire, more info, d'ailleurs je les avais là. Runway, on est sur la runway 22. On nous indique quoi? On nous indique 221 degrés. Donc on pourrait régler 221 degrés. Si on veut être vraiment précis, voilà, on était à 222. Donc ça c'est pour lui dire, je veux que tu ailles à 221 degrés. On va régler la montée en altitude. La montée en altitude, on a déjà réglé à... Oui, je ne l'ai pas refait, c'est vrai, on va le faire là. On va monter à 8000 pieds. Donc on règle l'altitude ici. Et on indique le mode avec lequel on va monter. Soit vertical speed, soit flight level change. On va d'abord utiliser le vertical speed, ce qui est le mode le plus facile à comprendre. Et ici avec up down, on va régler ce petit marqueur ici là, et on va faire monter ou descendre. Donc c'est indication, et vous voyez c'est marqué ici, vertical speed à 400 pieds par minute. Sur le Cessna 172, une valeur sûre c'est 500 pieds par minute, que ce soit pour la montée et la descente. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut optimiser notre montée en utilisant le Flight Level Change. Pour l'instant on va monter à 500 pieds par minute. Et pour l'instant je n'active pas l'autopilote, c'est-à-dire ici il n'y a pas marqué autopilote, j'ai juste pré-réglé l'autopilote, pour l'instant il n'est pas activé. Et on est bon.
pour aller sur la piste de décollage. Donc là, avec cet avion, on peut décoller directement, on n'a pas besoin de s'arrêter sur la piste de décollage. Si vous voulez faire un décollage court, le plus efficace souvent c'est de se mettre sur les freins, monter les gaz et lâcher les freins. Là on va monter les gaz petit à petit pour décoller tranquillement. Et donc comme je vous ai dit, on décolle. Alors j'ai pas encore monté mes gaz à fond, on décolle à 55 nœuds et le R va apparaître ici. Allez, je monte les gaz. Voilà, ici vous avez le R, on le voit pas très bien. À 55, je tire le stick vers moi et je monte. Alors pour aussi, j'en ai pas parlé, mais on utilise des palonniers pour garder l'alignement de la piste lorsqu'on est au sol. Une fois qu'on a décollé et qu'on est à peu près au maximum à 300 pieds au-dessus du sol, on peut commencer à rentrer les flaps. Donc là je rentre les flaps, hein. Ici là j'ai les boutons sur mon TAS qui sont, et on part en vol VFR. Donc on peut faire un vol VFR en manuel, totalement en manuel. Là on voit que par défaut je touche pas à grand chose, il monte à peu près à 850, un peu plus. En touchant le trim ici je peux décider de le régler différemment. Donc quand on fait du vol VFR, on utilise beaucoup, et en manuel surtout, on utilise beaucoup le trim pour ne pas avoir besoin de monter et descendre sans arrêt le yoke. Et voilà, il n'y a pas grand chose à raconter de plus. Donc maintenant, vous voyez, le Flight Director ici m'indique que si je voulais suivre ici le GPS, il faudrait que je tourne comme ça, que je m'aligne vraiment sur le Flight Director. Maintenant, je suis comme ça, je vais activer l'autopilote, donc j'appuie sur AP. Là, il vient de s'activer, et là, il tourne automatiquement tout seul. Je vais zoomer un peu ici. Et il va venir récupérer la trajectoire qui est ici. Et au niveau de la montée, ici, il va monter à 500 pieds minutes, parce que c'est ce que j'ai réglé ici. Vertical speed 500 pieds minutes, le heading, il s'est mis, il est venu chercher le heading 220. Oui, voilà, c'est ça. On va bien le voir ici, là. Il est, voilà, en heading 220, donc il récupère pas du tout la trajectoire, vous voyez. C'est normal. Mais il est réglé sur le heading il est là. Vous pouvez modifier le heading. Si je tourne à gauche, l'avion va tourner à gauche, vous voyez. Si je tourne à droite, l'avion va tourner à droite et va se réajuster sur le heading. Voilà. Et si maintenant on veut qu'il suive notre trajectoire GPS, en fait c'est pas le heading qu'il faut mettre, c'est le bouton de nav. Le bouton de nav, il prend en compte ce qu'on a réglé ici. Si on avait réglé ici le lock ou le lock 2, il aurait pris le lock 2. Là on a réglé sur le GPS, on appuie sur nav. Ici vous voyez le GPS s'est mis en grisé. Alors c'est très intéressant. Pourquoi il s'est mis en grisé? C'est-à-dire qu'on lui a dit prends le GPS, mais l'avion il s'est dit non mais en fait là où je me trouve, je peux pas prendre le GPS. Je reste en heading, mais par contre dès que ce sera ok, je passerai en GPS. Pourquoi il veut pas passer en GPS? Parce qu'on est trop loin de notre trajectoire, et surtout l'angle qu'on a par rapport à notre trajectoire. Là on est en train de s'éloigner de notre trajectoire, donc il se dit peut-être que le pilote il a fait une erreur en activant le GPS, donc je l'active pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec le heading, on va revenir vers notre trajectoire. L'avantage ici, c'est que on a notre trajectoire qui est indiquée. On voit qu'elle est par là. On voit que la trajectoire, elle est sur notre droite. On voit le petit avion, il est là. Ça indique que la trajectoire, elle est sur notre droite et dans cette direction. On vient la récupérer en mettant le petit marqueur ici, à peu près ici, là. On va récupérer la trajectoire. Et en allant récupérer la trajectoire, on voit ici qu'on revient vers la trajectoire. Au bout d'un moment, il va passer en GPS et il va prendre la trajectoire. Et pour l'instant, on monte à 500 pieds minutes, tranquillement. On va maintenant changer le mode de montée.
au lieu de monter à 500 pieds minute, on va plutôt dire à l'avion, je veux que tu montes, mais que tu maintiennes une vitesse constante. Et surtout parce qu'on sait que la vitesse optimale de montée pour un Cessna, c'est à peu près entre 70 et 85 nœuds. Voilà, là il vient de prendre le GPS. Donc il va récupérer le GPS et il va tourner sur la gauche quand il va arriver sur la ligne GPS. Donc on sait que la montée optimale c'est entre 70 et 85 nœuds. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur FLC. Ici il m'a affiché la vitesse actuelle, 102 nœuds, et je peux baisser la vitesse avec Up Down, et je vais baisser à, on va mettre 75. Là ce qui est intéressant en mettant 75, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit ok, tu veux que j'aille à 75 nœuds, tu as la manette des gaz qui est à fond, alors toute la montée en 172 se fait avec manette des gaz à fond, tu as la manette des gaz qui est à fond, tu veux que je monte à 75 nœuds, mais par défaut quand je montais à 500 pieds minute, eh ben, j'étais à 100 nœuds à peu près, donc du coup il va falloir que je fasse monter le nez de mon avion, que je monte plus vite pour que ça me ralentisse et que j'arrive à 75 nœuds. Du coup on a une montée ici qui est plus rapide, à 800 pieds minute. Donc moi je trouve que pour la montée en altitude, le mode FLC c'est le plus intéressant parce que vous réglez votre vitesse 75 nœuds, vous mettez manette des gaz à fond et vous n'avez rien d'autre à faire. Il optimise automatiquement ce qu'on appelle le pitch, donc la valeur de tangage, ou je sais plus, de l'avion pour avoir une montée, la meilleure montée à 75 nœuds. Et on va monter comme ça à 8000 pieds, et c'est comme ça qu'on va monter le plus vite possible. On va monter le plus vite possible. Et vous voyez, 75 nœuds, c'est la valeur Y. La vitesse Y, c'est la vitesse qui permet d'atteindre la valeur de 8000 pieds le plus vite possible. On a une valeur X, il me semble que ça correspond à la vitesse qui permet de monter le plus vite possible, qui permet d'avoir l'angle de montée le plus fort. C'est plutôt ça. C'est si jamais vous décollez d'un aéroport et que il y a des immeubles ou il y a des arbres très grands qui en bout de piste, à ce moment-là, il faut monter très vite. Enfin, je sais pas dans quelles conditions, honnêtement, on a envie de monter très très vite. Si jamais il y a des montagnes, surtout, je raconte n'importe quoi avec mes arbres. Si jamais il y a des montagnes, on décolle d'un aéroport, il y a des montagnes au loin, vous voulez monter le plus vite possible en altitude, vous allez plutôt vous mettre sur la vitesse X. La vitesse Y, ça va être dans tous les autres cas, si vous voulez monter en altitude avec les vitesses plus élevées et le plus vite possible. Donc maintenant qu'on a décollé, on vérifie, checklist après décollage, la vitesse on est bien entre 70-85, le throttle on est bien en full, throttle c'est la manette des gaz, hein. La mixture au-delà de 3000 pieds, et je ne l'ai pas fait, au-delà de 3000 pieds, on va régler, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'équilibre entre l'air et le carburant, on va le régler pour être plus efficace. Donc ici on regarde le nombre de tours minutes, 2460, et on descend ici la manette, et quand on va descendre la manette, on va la tirer plutôt, on va voir que ça va monter 2470, 2480, et on continue à descendre 2490, 2500, 2510, 2520, et là on voit qu'en tirant on repère de la puissance, donc on va remonter et on va le mettre à 2520. Donc ça c'est le bon réglage par rapport à cette altitude, 2500. Et donc régulièrement, au-delà de 3000 pieds, il faut régler la mixture pour être le plus efficace au niveau du moteur, entre le carburant qu'on consomme et la puissance délivrée. On a décollé, donc on va éteindre les landing lights. On peut les éteindre à n'importe quelle altitude. La seule contrainte, c'est que il faut que ce soit
en dessous de 10 000 pieds. Au-dessus de 10 000 pieds, on n'a pas le droit d'avoir les landing lights d'allumer. Et on check ici si on est bien toujours dans le vert partout. Donc tout va bien. Et donc on va poursuivre notre montée. Alors on se rapproche de notre altitude de croisière, 8000 pieds. On va voir que l'autopilote, lui, il va valider ici l'altitude. Et il va maintenir l'altitude de 8000 pieds. Voilà, altitude 8000 pieds. C'est très très important de toujours regarder ici cette ligne. Parce que en bidouillant l'autopilote, on a vite fait de faire des bêtises et de plus comprendre ce qui se passe. Et en fait, le meilleur moyen de comprendre pourquoi l'autopilote réagit de certaines manières, c'est de regarder ici. Est-ce qu'on a bien l'autopilote enclenché ici ou pas? Sur quel réglage on est sur le déplacement en latéral? Et sur quel réglage ici on est en termes d'altitude et de montée? Voilà, donc là, 8000 pieds, c'était au moment où on a tourné. Donc très bien. Et il a tourné tout seul et il suit la trajectoire. Pour la croisière, alors, la croisière, elle se fait pas manette des gaz à fond. Elle se fait en étant en vert dans le fuel flow et ici. Donc en général, ça va plutôt être entre 2500, entre 2500 maximum et 2200. Voilà, si vous êtes pressé, vous mettez 2500 ici tour minute. Sinon, vous mettez 2200. Alors il y a deux types de croisières. Il y a la croisière, en fait la croisière rapide, 2500. Là on va arriver vite à notre point d'arrivée, mais on aura consommé beaucoup d'essence. Si on regarde, je vais un plat d'essence. Si on regarde ici le fuel flow, on consomme 10 gallons par heure. Mais on peut aussi, et puis on va à quelle vitesse là? 99,2. On peut aussi faire une cruise, donc une croisière en mode range ou économie, c'est-à-dire qui permet d'aller avec un même plein d'essence, qui permettra d'aller plus loin, parce qu'on consomme moins. Et là par exemple à 2000, je vais quand même mettre du 2200, à peu près. À 2200, vous voyez le fuel flow est plus bas. Ici on n'est plus qu'à 7 au lieu de 10. Et est-ce qu'on a perdu en vitesse? Oui, on est à 86, on a perdu 10 nœuds, quoi. Je sais plus combien on avait tout à l'heure, 80. Bref, on a perdu un peu en vitesse, mais au moins on consomme moins. Il faut savoir que pour le mode mission de Flight Simulator, et puis même quand il calcule la quantité de carburant qu'il faut pour parcourir une certaine distance avec cet avion, il part du principe que vous vous mettez dans le vert, vous n'êtes pas manette des gaz à fond. Si vous êtes manette des gaz à fond tout le long, vous arriverez au mieux dans la réserve, au pire vous n'aurez plus d'essence. Donc c'est important de le savoir, et dans la réalité, on va être plutôt, on va choisir un réglage à peu près entre les deux, pour pas trop consommer d'essence et en même temps pas trop perdre de vitesse. Bon, voilà. On va réajuster, parce qu'on l'a pas fait, on est à 8000 pieds, on va réajuster ici la manette de mixture. On la tire, 2160. On la tire un peu, ouais, on était à 2160, on est au meilleur réglage. Très bien. Maintenant qu'on est en croisière, la chose qu'on fait, c'est qu'on va calculer le top of descent. Donc à partir de quel moment il va falloir qu'on redescende. On est à 8000 pieds. À quelle altitude on redescend? Alors, le principe d'un vol en VFR, c'est de faire notre tour ici autour de l'aéroport à 1000 pieds au-dessus de l'altitude de l'aéroport. Donc l'altitude de l'aéroport, si on va dans les informations générales, 510 pieds, on va dire que c'est 500 pieds. 1000 pieds au-dessus, c'est 1500 pieds. Donc on part de 8000 pieds et on va vouloir descendre à 1500 pieds. Donc 8000 pieds moins 1500 pieds, ça fait 6500. La règle de calcul, je vous la donne, c'est 6500
Donc on fait de la différence entre l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée, 6500, qu'on divise par 1000, ça fait 6,5. Et 6,5 fois 3, ça fait 19,5. Donc on va arrondir, on va faire 20. Donc à 20 nœuds, à 20 nautiques, pas à 20 nœuds, à 20 nautiques, on va dire de ce point-là. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on fait une ligne droite vers ce point-là. Donc à 20 nautiques de ce point-là, parce que je veux être à 1000 pieds, à 1500 pieds ici, on va commencer à descendre. Ici, on est à 17 nautiques de ce point-là. Mince, il faut qu'on descende tout de suite. On va descendre donc à 1500. On va modifier ici la valeur de 1500. Mince, hop là. Donc vous voyez, il faut descendre assez rapidement. 1500. On aurait dû descendre à 20 nautiques. J'ai tellement de trucs à expliquer que j'ai raté la descente. C'est pas très grave. Donc, donc on règle 1500 parce que sinon ça va pas fonctionner, il va pas vouloir descendre puisque vous n'avez pas réglé la vitesse d'arrivée. Mais à quelle vitesse on va descendre maintenant? Alors la vitesse de descente, vaut mieux le faire en vertical speed. Et à quelle vitesse? Le principe de calcul, c'est qu'il faut prendre la vitesse à laquelle vous allez vouloir descendre ici. Donc la vitesse c'est GS, le ground speed, 91 nœuds, et vous multipliez par 5. On va arrondir, on va dire qu'on fait du 100 nœuds, multiplié par 5 ça fait 500, donc on va descendre à 500 pieds minutes. Donc ici je clique sur vertical speed, je vais sur 500 pieds minutes et on descend. Là, comme j'ai démarré trop tard ma descente, ce que je vais faire, c'est que je vais l'augmenter. Alors pourquoi ce calcul-là? Les 500 pieds minutes, la règle de on prend cette vitesse-là, donc là en plus vous voyez quand on se met à descendre, on accélère, donc on est bien à 100, et on réajuste la manette des gaz pour être à 100. Alors soit on réajuste la manette des gaz pour être à 100 ici, et ici 500 pieds minutes. Pour faire une descente à 3 degrés, c'est une descente classique. Toutes les descentes sur les aéroports se font à 3 degrés, et c'est une descente. Pourquoi 3 degrés? C'est ce qui semble être le plus agréable pour les passagers, surtout en vol VFR comme ça. Mais ici, comme on a démarré trop tard, on va descendre un peu plus vite. On va faire du 800 pieds. On va descendre, on va s'assurer ici qu'on ne va pas trop vite en vitesse sol. Alors, quelle est la différence entre vitesse sol et vitesse ici? Vitesse sol, c'est la vitesse ici de déplacement par rapport au sol, qui peut être très lente, mais la vitesse de l'avion, elle, très rapide, parce que si on fait un piqué, par exemple, en termes de vitesse sol, on va se déplacer lentement, mais l'avion, lui, en termes de vitesse pure, lui, il va se déplacer vite, quoi. Voilà, donc ici, ce qui est indiqué ici, c'est la vitesse dans les airs, et on fait le calcul avec vitesse sol. Donc ici, si vous descendez à plus de 100, vous pouvez réajuster votre vitesse de descente. Par exemple, si vous faites du 150, vous pouvez réajuster, au lieu de faire, et vous reprenez 150, vous multipliez par 5, et vous avez votre taux de pieds par minute auquel il faut descendre, que vous pouvez réajuster. Voilà, donc là, je ne sais pas trop avec cette valeur-là si j'arriverai à la bonne altitude comme il faut. Comme on est en train de descendre, forcément, on va réajuster aussi la mixture, on va la repousser. Donc pas besoin trop de la bouger là. Et on fait notre checklist de descente. Donc est-ce qu'on a bien setup l'altimètre ici? C'est important parce que si on a mis des valeurs ici de descente mais qui ne sont pas les bonnes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sur notre aéroport de descente, Morinfo Weather. Ah, c'est 10-14 ici, donc on réajuste ici. 10-14, le barreau. Très bien. Très bien, on a setup la descente, le taux de descente. Tout va bien, on réajuste la mixture pendant la descente, on vérifie bien ici qu'on est bien en bosse, et ensuite le long de la descente on va mettre des flaps. Alors je vais vous indiquer les flaps où est-ce qu'on les met.
Je vais le faire maintenant. Donc, on va faire une arrivée classique VFR, où on va tourner comme ça. Alors, je vais l'agrandir peut-être. Large. Voilà. Donc, on va faire une arrivée VFR classique qui est de faire le tour de l'aéroport et de venir, comme je le disais, en downwing, c'est-à-dire avec le vent dans le dos, faire un tournant et puis arriver le vent de face et venir se poser. Le principe, c'est qu'on arrive au début le pattern il démarre plutôt là, on va dire. On arrive ici à 1000 pieds au-dessus de l'aéroport, de l'altitude de l'aéroport. On arrive ici à 1000 pieds, à peu près à 230 tours par minute et à une vitesse à peu près de 100 nœuds. Quand on arrive, donc on arrive par ici. Quand on arrive ici, donc on vient se poser ici. Quand on est à la verticale ici, à cet endroit-là, c'est à ce moment-là qu'on va mettre les premiers flaps et qu'on va baisser les manettes des gaz à 1700 tours minute. Toutes ces valeurs-là, je vous les donne, c'est pour cet avion-là, hein, ça ne sera pas forcément valable pour d'autres. 1700 tours minute et on va descendre à 500 pieds minute. Ici, on va descendre ici à 500 pieds minute avec les premiers niveaux de flap. On va tourner. On devrait être ici à peu près à 700 pieds au-dessus de l'aéroport. Là, on met les deuxièmes flaps. Ici, à ce moment-là, on est à peu près à 75 nœuds en termes de vitesse. On continue ici. On tourne, on s'aligne. Troisième flap ici. Ici, normalement, on continue à descendre à 500 pieds minute. On est à peu près à 400 pieds d'altitude par rapport à l'aéroport. Et on continue à descendre à 500 pieds minute. On s'aligne et on atterrit. Si l'aéroport a des papilles, c'est des petites lumières, je crois que celui-là il en a. Est-ce qu'on les voit là en zoomant? On ne le voit pas. Hein. Je crois que on pourra s'aligner par rapport aux lumières des papilles, les lumières blanches et rouges. Blanches, si les 4 lumières sont blanches, on est trop haut. Si les 4 lumières sont rouges, on est trop bas. Et ensuite, il y aura plus ou moins de blanche ou de rouge, suivant si on est entre les deux. Donc, si je résume, on va arriver ici à 1000 pieds. On va tourner. Dès qu'on arrive ici, au même niveau que là où on va atterrir, on met les premiers flaps, on descend à 500 pieds minute, on descend la manette des gaz. On arrive ici, on tourne, on fait les deuxièmes flaps, les troisièmes flaps et on atterrit. Normalement, on est à 1000 pieds ici, 700 ici, 400 ici et on atterrit. Et en termes de vitesse, on est à 100 nœuds ici. Normalement, ici, on est à 75. Et après, on garde à peu près une vitesse de 75 et on atterrit à peu près à 60-70 nœuds. Voilà pour la théorie. Je descends toujours, je suis à 3000 pieds. On se rapproche. L'avantage ici, c'est qu'il va faire tout mon tour. Si je reste en GPS, il va faire tout mon tour tout seul. Nous, on va reprendre la main dès qu'on va arriver là. On va reprendre la main. On va un peu réduire les gaz. Juste avant, j'ai fait la checklist de descente, donc on est bon. Voilà, notre aéroport est là. Vous voyez, il y a les papilles. Là, tout est blanc, c'est normal, on est trop haut. On descend toujours et on va arriver à 1500. Ben, en fait, on va arriver à 1500 au bon moment. Donc normalement, si on avait commencé notre descente à 20 nautiques de ce point, à 500 pieds minute, on serait arrivé à 1500 d'altitude au bon moment. Là, on a dû accélérer un peu notre descente. Donc ce qu'il va falloir regarder pendant que je vais faire toute mon arrivée, c'est... Alors les niveaux de flap, vous les verrez pas, mais je vous les dirai. C'est le tour par minute ici, et puis la vitesse, et puis évidemment l'altitude. Voilà. Là, il se stabilise à 1500. Très bien. L'avantage d'avoir marqué la trajectoire sur le Garmin, c'est qu'on va pouvoir aussi suivre notre déplacement. L'aéroport, il est sur la droite. Alors dans le jeu, on voit un peu moins bien. Voilà, il est là.
que dans la réalité. Ah oui, vu qu'il se stabilise maintenant, faut remettre des gaz parce qu'on avait enlevé des gaz puisqu'on descendait. Faut remettre des gaz. Normalement, on se met à 2000 en termes de tours par minute pour faire le tour. On va atterrir avec un joli début de coucher de soleil. Normalement, là où on atterrit, c'est cet endroit-là, hein, il me semble. C'est marqué ici. Quand il y en a deux comme ça, je sais pas à quoi ils correspondent. Donc on va faire le tour de l'aéroport. On va activer... donc là, en vol VFR, on annonce notre position par rapport à l'aéroport et dire que notre intention c'est d'atterrir. On va activer les landing lights. Et l'idée c'est lorsqu'on est en finale, c'est-à-dire lorsqu'on est lorsqu'on est aligné par rapport à notre piste et qu'on descend pour atterrir, on est censé annoncer à la radio, lorsqu'on est en VFR, qu'on atterrit. Lorsqu'on est en IFR, on n'a pas besoin de l'annoncer, on a déjà validé avec l'ATC notre atterrissage en IFR. Donc voilà, là il tourne. Donc là, je me prends pas trop la tête. Alors, Le Havre là-bas, et là-bas c'est le pont de Normandie. C'est la classe. Bref. Donc là je m'embête pas, je laisse faire l'autopilote. Hein. Il va faire le tour complet. Normalement on peut faire ça en VFR. Voilà, je vais attendre qu'il ait tourné et puis je vais reprendre la main. Donc je vais désactiver l'autopilote. Tac, tac. Donc j'ai diminue un peu la vitesse, enfin le nombre de tours minutes pour passer à peu près à 2000. Très bien, on remonte la piste, j'enlève l'autopilote. Et ici, à peu près quand je suis au niveau de là où je vais atterrir, donc ici je m'assure que je ne perds pas d'altitude, j'ai une bonne vitesse constante, tout se passe bien. Dès qu'on est à peu près au même niveau que notre aéroport, là où on va atterrir, c'est le cas, je descends à 1700 tours minutes, je mets les premiers niveaux de flap et je descends à 500 pieds minutes à peu près. Donc voilà, je suis à 1700 tours minutes, premier niveau de flap et je descends un peu trop vite là. Il faut que je sois à peu près à 500 pieds minutes. Je descends à 500 pieds, voilà, à peu près par là. Quand on est à 45 degrés, ça c'est difficile à estimer, mais il va falloir tourner. Ah, je descends un peu vite. Allez, on va tourner. À peu près dès qu'on est à 300, on devrait avoir descendu 300, donc on est à 1100, on est descendu un peu trop vite. Je vais tourner. Je remets un peu de gaz parce que je vois que j'ai descendu en termes de tours de minute. Je mets les deuxièmes niveaux de flap. Vous voyez là, je suis à 75 nœuds, c'est pile poil la bonne vitesse. Hop là. Je continue à descendre à 500 pieds minutes. Et je tourne pour m'aligner. Hop là. Et je suis, vous voyez, avec les lumières rouges du papy, on voit que je suis légèrement trop bas. Je mets mes troisième niveaux de flap et j'ai tourné un peu trop tôt, c'est pas très grave. Troisième niveau de flap, je m'aligne. Je remets un peu de gaz parce que les flaps font ralentir l'avion. Donc il faut remettre un peu de gaz, sinon on va se retrouver avec une vitesse qui est beaucoup trop faible. On est censé atterrir plutôt vers 60 nœuds. Voilà, là j'ai la bonne trajectoire de descente, on le voit avec les papilles. Alors tous les aéroports n'ont pas des papilles, hein. Les petits aéroports, les petits aérodromes n'en ont pas. Ben voilà, je suis à peu près à 60 nœuds, je descends.
Je diminue un peu mon nombre de tours par minute, hein. Normalement c'est plutôt 1700. Et on va atterrir tranquillement. Ce que je fais, c'est que proche du sol, je vais couper les gaz totalement et je vais adoucir, remonter donc le nez de l'avion pour adoucir mon atterrissage. Je coupe les gaz. Et bon, c'est pas mon meilleur atterrissage. En fait, j'ai toujours du mal à estimer la distance à laquelle je me retrouve du sol. On laisse l'avion ralentir tout seul. On met un petit coup de frein par à coup. Et on voit qu'on a une sortie là, maintenant sur la gauche. Et on sort. Alors la sortie, elle est par là. On vient jusqu'au marquage. Ouais, il y a un marquage au sol. Bon, c'est là où je suis pas très bien calé. J'ai l'impression qu'il faut se mettre, ouais, juste de l'autre côté du marquage. J'ai un peu peur que... C'était des dalles. Ok, des petits cailloux. Là, ce que je fais... Checklist d'après atterrissage. Donc après atterrissage, on remonte les flaps. On se met en taxi light et on enlève les landings. On coupe les strobes. Le transpondeur ici, si jamais on l'avait activé, on le repasse en stand-by. Et l'élévateur trim, on peut le remettre ici en take-off réglage par défaut. On contacte ou on envoie un message sur la radio pour dire que on va aller se garer sur une place de parking. S'il y a une tour de contrôle, en tout cas un service au sol, il va nous indiquer sur quelle place de parking se garer. Alors ouais, je coupe un peu là dans l'herbe. Hop là. Normalement le chemin c'est par là. Alors les arrivées VFR, c'est pas évident, hein. C'est sûrement plus compliqué que faire de arrivée en ILS. Parce qu'il faut prendre le coup de main de comment prendre les virages correctement, du taux de descente à avoir, à quel moment tourner pour être face à la piste. C'est à force d'en faire que que ça va rentrer naturellement. Et vous voyez, moi je suis pas encore en maîtrise totale. On va se garer où? Normalement il y a des petits messieurs qui nous attendent des fois. On va se garer là. Hop là, on va se mettre là. Très bien. Frein de parc. Donc une fois qu'on est garé, la checklist elle est simple. Taxi light off. Les freins de parc, on les met. Les avioniques, on peut les couper. Le moteur, il est en idle, on vérifie qu'il est bien entre 600 et 650 pour voir qu'il n'y ait pas de souci sur le moteur. Sinon, on indiquera ensuite au mécano qu'il y a un problème. Et la mixture, on la tire totalement. Du coup, il n'y a plus assez d'oxygène qui arrive dans le moteur et le moteur s'éteint. Les magnétos ici, on les met sur off. Maintenant que le moteur est éteint, on peut éteindre les beacons, on peut éteindre les nav lights,
on peut éteindre les deux master switch. On peut éteindre la batterie standby et puis ici on remet sur droite ou gauche. Alors pourquoi on remet sur droite ou gauche? Il me semble que c'est parce que si jamais il y a un des deux réservoirs qui fuit, eh ben on a 50% de chance d'avoir choisi celui qui fuit pas. Alors que si on met boss, il suffit qu'il y en ait un des deux qui fuit pour que il y ait de l'essence les carburants qui coulent. Voilà. Il me semble que c'est ça, hein. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, et il me semble avoir lu que c'est ce genre de choses. Très bien. J'espère que j'ai été très clair sur les explications. Si jamais c'était pas assez clair, s'il manque des choses, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai en général pas très souvent le temps de répondre aux questions dans les commentaires. Si jamais il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à suivre la chaîne ou à suivre aussi ma chaîne Twitch et à venir me poser les questions que vous avez directement pendant mes streams Twitch. Ce sera plus simple pour moi d'y répondre. Et voilà, on rentre à la maison. J'ai cherché ma voiture. Voilà, sur Xbox, c'est quand même très très simplifié les mèches des voitures utilisées dans le parking. Normalement, j'imagine qu'il doit y avoir des grillages pour éviter d'accéder au parking directement comme ça. Je vais prendre celle-là, elle est sympa.